l'idée de la conf initiale que je voulais faire, c'était montrer un peu de code, montrer un pass to production qui, selon moi, fonctionne bien. Puis en fait, plus j'ai fait du code, et plus je me disais que j'avais plus de questions que de réponses. Et donc j'ai changé, du coup c'est implémenter son pass to production, les principales questions à se poser, et j'espère vous apporter quand même quelques éléments de réponse. Donc le pass to production, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement ce qui doit se passer entre un moment où vous allez faire un push sur votre repo et le moment où l'application est déployée en prod et que des clients l'utilisent. Okay, il y a souvent, on voit des gens qui considèrent qu'une fois que c'est buildé, en gros c'est la fin du pass to prod. Non, c'est pas ça, c'est vraiment jusqu'à temps qu'il y ait des utilisateurs qui s'en servent. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à ce qui fait que une implémentation d'un pass to prod va être efficace ou pas, va bien marcher ou pas. Et il y a des gens en fait qui ont travaillé là-dessus depuis plus de 10 ans. Il y a un groupe de recherche qui s'appelle Dora. Vous avez peut-être vu ils font des rapports tous les ans. Ça s'appelle le DevOps Report là. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils travaillent pour essayer de comprendre ce qui rend les entreprises, les organisations efficaces. Okay. Il y a un livre qui s'appelle Accelerate, que vous pouvez lire si le sujet vous intéresse, où ils expliquent tout ça. Et ils expliquent en particulier, en fait, ce qu'ils font initialement chez Dora, c'est que c'est basé sur des études. Donc ils envoient des sondages à plein de boîtes pour essayer de connaître leurs pratiques et leurs résultats, quoi. Et ce qu'ils mesurent, en tout cas ce qu'ils ont découvert comme étant des mesures pertinentes des process informatiques, c'est 4 mesures qui sont là. Le change lead time, c'est le temps qu'il faut à une ligne de code pour aller en prod. Deployment frequency, c'est tous les combien de temps vous allez faire des déploiements en prod. Change fail rate, c'est à quel point, à chaque fois que vous allez déployer quelque chose, ça va entraîner des bugs. Et le fail deployment recovery time, c'est à quel point vous êtes capable de corriger rapidement quand il y a un problème. D'accord. Donc ils ont considéré que ça c'était 4 bonnes métriques à partir desquelles ils arrivent à déduire des choses. Et donc ils ont envoyé tous ces sondages-là à plein de gens, et ça c'est les résultats de cette année. Et on voit des trucs assez intéressants. Donc ils ont fait des clusters d'organisation en fonction des réponses. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais en gros ils les ont classés en, on va dire, 3 groupes. On peut considérer que le groupe du milieu c'est un peu les deux mêmes. Les low performers, donc ça c'est ceux qui sont pas très bons. Donc qu'est-ce qu'ils font les low performers? Il leur faut à peu près entre 1 mois et 6 mois pour envoyer quelque chose en prod. À chaque fois qu'ils déploient quelque chose en prod, il y a 40% d'échecs. Et pour corriger, il faut entre 1 semaine et 1 mois. Okay, c'est à peu près 25% des réponses. À l'autre bout du spectre, on a les élites, où donc eux, il leur faut moins d'1 journée pour déployer. À chaque déploiement, il y a 5% d'échecs, et c'est corrigé en moins d'1 heure. Et entre les deux, en fait, il y a un groupe où ils déploient à peu près c'est de l'ordre de 1 semaine. Et il y a juste une différence, c'est qu'il y en a qui sont un peu plus lents, mais avec moins d'erreurs, et d'autres qui sont un peu plus rapides, mais avec un petit peu plus d'erreurs. Mais grosso modo, ils sont un peu dans la même fourchette. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'en fait, on pourrait se dire, plus on va vite et plus on va faire des bugs. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est que plus on va vite, et on le voit là, plus le taux de bug diminue également. Donc en fait, la vitesse va de main dans la main avec la qualité. C'est ça qu'ils ont montré. Et ce qu'ils ont montré aussi, c'est que, donc ça c'est vraiment la conclusion de leur étude de cette année, là, c'est que les performances IT, donc à quel point on va vite, à quel point on est fiable, en fait ça prédicte les performances de l'organisation et le bien-être des gens. En particulier, ils ont montré qu'il y avait beaucoup moins de burn-out dans les équipes où il y a qui déploient très vite. Et alors le prédict, ça c'est important, ça veut dire que c'est pas seulement une corrélation, et c'est tout le livre Accelerate qui explique ça. Il y a toute une partie justement sur l'aspect scientifique derrière leurs stats là. Ils montrent que c'est plus qu'une corrélation, c'est une implication. C'est-à-dire que le fait d'être bon sur l'IT entraîne que l'organisation va bien se porter. Okay. Et donc ensuite ils expliquent les pratiques, plutôt grâce à leur sondage, ils sont capables de dire quelle pratique en fait fait que les 4 métriques qu'on a vues là sont bonnes. Et une des pratiques, alors c'est pas la seule, mais en l'occurrence aujourd'hui c'est ce qui va nous intéresser, c'est qu'ils considèrent que ce fameux pass to production là, ça doit être automatique. Et grosso modo, ça va avoir cette tête là, c'est-à-dire qu'on doit avoir 3 phases
les 3 doivent être automatiques, une phase de build, une phase de test, une phase de déploiement. Okay, donc là, rien de bien étonnant là-dedans. C'est également ce qu'on appelle le continuous delivery, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on push, on est capable de générer une version qui est bonne. On ne va pas forcément la déployer, mais au moins on sait qu'on est capable de générer une version qui est bonne. Et donc ça, moi quand je vois ça, je me dis, bah ok, bah c'est cool, ça a l'air facile en fait. Ça a l'air facile, on sait que si on fait ça, la boîte va bien marcher, il n'y aura plus de burn-out. Et bah faisons-le. Et en pratique, ce qu'on constate dans les différentes boîtes où j'ai pu passer, alors je ne sais pas comment c'est dans vos missions actuelles, mais c'est que c'est pas aussi simple que ça. En pratique, le pass to prod, il est souvent non défini, c'est-à-dire que, ce que je disais au tout début, on sait globalement ce qui se passe quand on va pusher, par contre, quand est-ce que ça va être mis en prod, c'est pas moi qui décide, je sais pas. Des fois c'est même non déterminé, c'est-à-dire que des fois ça marche, des fois ça marche pas, on sait pas trop ce qui se passe. Il y a des bugs, il y a besoin de parler à différentes équipes pour être capable d'arriver tout au bout de la chaîne, donc c'est lent. Et grosso modo, le truc qui avait l'air d'être très simple à faire là, en pratique, on sait mal le faire. Et donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on sait mal le faire. Il y a quand même 20 ans au moins d'efforts là-dedans. Et je pense qu'une des réponses déjà, c'est que je pense qu'on a une approche ultra technique de ce problème-là. C'est-à-dire que moi, en général, quand j'en parle avec des gens, je leur demande comment ils font leur pass to prod, la réponse qu'on a, c'est d'un truc de ce style-là, nous, on a du GitLab et du Helm. Voilà. Tout de suite, on va aller chercher des outils sans se poser des questions de qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et plus moi je réfléchis au problème, plus je me dis qu'en fait, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on oublie de se poser des questions qui sont fondamentales selon moi, et des questions qui sont compliquées. Et c'est ça que je vais regarder avec vous aujourd'hui. Donc pour chacune des 3 phases, on va regarder quelles sont les questions qu'il faut se poser et quels sont les éléments de réponse possibles. Sur la phase de build, c'est assez simple, je pense qu'il y a une question qui est facile, c'est quel artefact on va builder, mais surtout il y a une question qui est compliquée, c'est à partir de quelle branche Git j'ai envie de lancer mon pipeline. Alors les artefacts, je l'ai mis, c'est juste histoire de rappeler qu'on a de la chance en ce moment, alors ça va peut-être changer, ça a des trucs qui évoluent souvent. En ce moment, l'artefact c'est un problème résolu, c'est-à-dire qu'il y a un consensus pour dire ce qu'on build, c'est des images Docker, et on les met dans un repo Docker, et on passe à la step suivante. Donc ça c'est facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est définir une stratégie de gestion des branches dans Git. Et ça, je pense que c'est un des points ultra critiques pour notre vie de dev de tous les jours, puisque ça a un impact majeur sur la qualité de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des projets où la gestion des branches est compliquée, mais c'est un enfer. C'est un enfer et c'est coûteux, puisque quand on a beaucoup de branches en même temps, et en fait, souvent on va se retrouver à avoir des coûts au moment des merges qui sont très importants et surtout qui sont croissants au fur et à mesure où les branches restent longtemps. Moi j'ai déjà vu sur un projet travailler pendant 3 mois sur un truc et à la fin abandonner parce que tout simplement on ne savait plus le merger en fait. Donc ça c'est pas terrible. Aujourd'hui on a 2 candidats principaux pour gérer nos branches. On a toute la famille ce qui s'appelle Gitflow, là, donc un outil, et on a toute la famille des Trunk-Based Development, que je vais détailler un petit peu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà implémenté Gitflow ici. Si ? Ouais, un peu. Donc Gitflow, c'est quoi ? C'est une tentative qui a été faite, alors c'est plus qu'une tentative, c'est un truc qui a pas mal de succès, pour essayer d'homogénéiser la manière dont on va gérer des branches dans un projet. Et donc Gitflow, ils ont fait plusieurs types de branches. Donc il y a une branche de develop, il y a une branche de release, enfin des branches de release, il y a une branche master qui correspond à ma prod, il y a une branche de hotfix, il y a des branches de feature, et à chaque fois, donc tout ça, il y a un tooling autour de ça, pour essayer de nous aider à créer les bonnes branches au bon moment. Mais grosso modo, on voit que ce qui va être cher dans ce Gitflow, c'est qu'il y a des merges un peu partout. Donc quand je fais un hotfix, il faut que je merge là, il faut que je merge là, mes feature branches, il faut que je les merge là. Quand je fais une release, il faut que je merge à la fois sur master et sur develop. Et à chaque fois qu'il y a ces merges là, potentiellement, c'est du temps et c'est des problèmes. Okay. Et en plus de ça, il n'y a pas spécialement de politique de gestion des feature branches. C'est-à-dire qu'on a souvent des feature branches qui vont rester ouvertes très longtemps. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on va les merger, ça va mal se passer. Ceci dit, Gitflow, ça a répondu quand même à un problème, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets où on fait des trucs qui ressemblent à ça, mais sans le formaliser et sans outils, et donc c'est encore pire, quoi. Là, au moins, ça a le mérite de clarifier le process.
En réponse à ces problèmes de merge et de complexité de gestion des branches, il y a une nouvelle mode, une nouvelle manière de faire du dev qui est apparue, qui s'appelle le Trunk-Based Development, où là, l'idée, c'est de dire qu'il y a une seule branche sur laquelle il y a des développements actifs qui sont faits à un instant T, et c'est la branche main. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'on est complètement interdiction de faire des feature branches, ça veut dire que si on fait une feature branche, elle est de courte durée. Et j'ose plus dire bonne pratique avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais la bonne pratique sur les trunk-based development, c'est de dire une feature branche, ça va être de l'ordre d'une journée. Et c'est toujours pour le même problème, hein, c'est que si ça dure plus d'une journée, bah, vous êtes en train d'acheter un peu de dette que vous allez devoir payer au moment où vous allez faire le merge. J'ai mis un petit attention au PR, puisqu'il y a des fois, on voit des gens qui font plein de feature branches d'une journée, mais qui sont jamais relus, donc le truc va s'entasser dans la liste des PR à reviewer, et c'est pas mieux, hein. C'est-à-dire qu'on va payer après, mais donc c'est bien une journée entre le moment où on crée la branche et où on la merge. Et il y a grosso modo deux variantes de trunk-based development. Il y a une variante où on va se dire, en fait, je vais considérer que ma branche main, elle est toujours stable, et je vais payer le prix qu'il faut pour qu'elle soit toujours stable. Ça, c'est ce qu'on appelle le GitHub Flow. Alors, je suis pas sûr à 100% de mes nommages, c'est ce que j'ai compris, mais il y a des trucs un peu contradictoires des fois. Soit on se dit, ok, ma branche main, elle est globalement bonne, par contre, elle n'est pas forcément toujours prête à envoyer en prod, et on va s'autoriser à avoir une branche de stabilisation. Ça, c'est ce qu'on appelle le GitLab Flow. Et oui, aujourd'hui, quand on lit un peu justement le rapport d'Aura, tout ce qui se fait autour des continuous delivery et tout, aujourd'hui, pour moi, et ça n'engage que moi, je pense que c'est la seule option raisonnable pour gérer ces branches aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres bonnes raisons de faire autre chose. On pourra en discuter après si vous n'êtes pas d'accord. Donc en gros, le GitHub Flow, ça va ressembler à ça. Je crée une feature branche éventuellement. J'ai mon pipeline où je vais aller vérifier que ça build. Éventuellement, je vais lancer des tests. Et quand je suis content de ce que j'ai fait, je merge. Et là, j'ai mon pipeline qui build, qui lance les tests. Et si j'ai envie, donc là, on est vraiment dans un mode où si les tests ont été OK, ça veut dire que l'appli est bonne. Et donc, c'est juste après une question d'envie ou d'enjeu métier. Je déploie sur ma prod. Ça, j'en parle pas. Et le GitLab Flow, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque après avoir mergé sur main, en fait, jusqu'à temps que j'ai envie de release, je fais rien, donc éventuellement je passe même pas les tests qui peuvent être compliqués, on va voir tout à l'heure. Et quand je suis prêt à envoyer une nouvelle version, bah là je crée une branche de release, là-dessus je fais mon build, mes tests et deploy, mes tests, et normalement, bah, comme j'étais prêt à release, là il n'y a pas de raison de ne pas déployer tout de suite. Okay, puisque ce qui est très important dans le GitLab Flow, et ce qui est différent d'un projet que j'avais fait en Australie où on crée des release branches au tout début de quand on avait envie de commencer à release, là c'est pas du tout ça l'idée, c'est quand je suis prêt, je tire une branche de release qui me sert à stabiliser, mais il n'y a pas de dev qui est fait là. Et en particulier si les seules choses que je peux faire en fait là c'est des hotfix, et comment je fais un hotfix, ben, en fait je le fais sur main et je le cherry pick sur ma branche de release. C'est ça le principe du GitLab Flow. Et donc encore une fois, il n'y a qu'une branche sur laquelle je fais du dev, c'est celle-là. Alors pourquoi est-ce que faire du trunk-based development c'est bien? C'est simple. D'un point de vue intellectuel pour les devs, c'est quand même c'est hyper agréable parce qu'en fait il n'y a pas de questions à se poser sur quelles sont les branches en cours, est-ce que je serai en conflit avec machin et tout. Voilà, on sait que tout est sur le main. Le fix forward c'est quoi? C'est que quand on a un problème en prod, bah, y a potentiellement si on est rapide dans nos déploiements, bah, en fait il suffit de fixer sur la version actuelle et d'envoyer ça en prod. Donc c'est un énorme avantage. Ça me permet d'aller vers du déploiement continu, et c'est ce que je disais tout de suite, ça réduit la charge mentale, puisque en fait, quand il y a plein de branches ouvertes, en fait, c'est de la charge mentale que nous, en tant que dev, on doit gérer. Mais le prix à payer pour ça, pour tous ces avantages, c'est que la branche main doit être stable. Okay, et en particulier, si on se rend compte que le pipeline de main échoue, alors ça va être la priorité numéro 1 de l'équipe de fixer ça. Et évidemment, pour que la branche main soit stable, il faut nécessairement que l'équipe ait une bonne culture du test. Si personne fait de test, on ne comprend pas l'avantage, il n'y a aucune chance que ça marche. Okay. Donc si on revient à ce que je disais tout à l'heure, que je pense que c'est la seule manière raisonnable de faire du dev aujourd'hui, c'est-à-dire, ce que je dis là, c'est que je pense que la seule manière raisonnable de faire du dev aujourd'hui, c'est que dans les équipes, il y ait une grosse culture test.
Alors, quelle variation choisir? Pourquoi je ferais du GitHub Flow ou du GitLab Flow? Et ben, grosso modo, ça va dépendre de comment je suis capable de gérer mes tests. Si je fais du GitHub Flow, c'est-à-dire qu'il faut que je pousse mes tests en même temps que je fasse mon code, ce qui n'est pas forcément simple. Et si je fais du GitLab Flow, ben, je vais avoir un petit temps en plus pour laisser les testeurs éventuellement faire du test. C'est notamment adapté quand il y a du test asynchrone. Ce que j'appelle test asynchrone, c'est que c'est une autre équipe qui va prendre la suite de votre dev pour venir faire des tests. Et là, un gros warning sur les options intermédiaires. Donc, ce que j'appelle des options intermédiaires, c'est par exemple ça. Donc ça, c'est le projet sur lequel je suis en ce moment, où on fait ce que j'appelais du GitHub Flow approximatif. C'est-à-dire qu'on pousse tout sur main. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on pousse sur main? On build, on lance des tests, sauf que on pousse absolument pas les tests en même temps que le code. C'est-à-dire qu'après mes tests, bah, je vais vérifier que ma non-reg est passée, donc je sais que les tests qui existaient déjà, ils sont bons. Par contre, la feature 1, celle que je viens de développer, je l'ai mis en orange parce que j'ai aucune idée si elle marche ou pas. Parce qu'il n'y a pas de test en fait qui la couvre. Un autre moment, quelqu'un va pousser, là les testeurs ont travaillé, donc finalement ils ont rajouté des tests, et donc là j'ai pu prouver que ma feature était bonne. Puis juste après, il y a quelqu'un qui pousse la feature 2, puis à un moment on se dit, bah allez, il faut faire une mise en prod là. Et donc là les devs se regardent et disent, bah en fait, laquelle on envoie? Quel commit j'envoie? Parce qu'en fait, il faut se rappeler que celui-là, à l'époque, il était pas bon, mais en fait, il est devenu bon parce que les tests, après, ils marchaient. Celui-là, il faut surtout pas le mettre parce que la feature 2, elle n'a pas été testée. Donc là, pareil, c'est une énorme charge mentale de savoir ce qui est allé sur chaque branche, enfin sur chaque commit. Et autant vous dire que personne ne veut faire les maps. Voilà. C'est un peu risqué. Une autre variation de trucs un peu approximatifs, c'est d'utiliser du code freeze. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est ce que vous faites avec les vétérinaires. C'est qu'au bout d'un moment, on va tout pousser sur main, et puis on va dire, ok, on freeze la branche main. On freeze la branche main, on fait les tests, donc on s'assure au bout d'un moment que finalement, nos tests, ils sont tous verts. On déploie, et puis après, hop, c'est bon, vous pouvez y aller. Okay, donc ça, c'est une autre variation. On fait une sorte de GitLab Flow, sauf qu'on utilise la branche main qui est freezée comme branche de release. Donc ça marche aussi. Par contre, c'est un peu frustrant pour les devs d'avoir ce cycle-là où on ne peut pas pousser. J'imagine que ça crée un peu de friction. Ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, que je comptais vous dire. Quand on fait du GitHub Flow, donc quand on est là, potentiellement, comme on déploie très vite, la feature que je vais déployer, je ne l'ai pas forcément montrée à mes utilisateurs finaux ou à mon PO. Donc il faut être capable en fait, de cacher cette feature-là. Cacher une feature quand c'est une feature simple, c'est pas trop dur, on imagine bien qu'on met un petit if et puis c'est bon. Quand c'est du dev compliqué, c'est pas forcément aussi simple que ça. Il y a une technique qui existe qui s'appelle branching by abstraction. Si ça vous intéresse, si vous ne voyez pas du tout comment est-ce qu'on pourrait cacher une grosse partie de code, je vous invite à regarder ça. C'est sur le fameux blog de Martin Fowler, que vous pouvez lire de A à Z. Il n'y a que des bonnes choses. Voilà, ça c'était pour la phase de build. Pour la phase de test, donc là il y a plus de questions à se poser, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est ça qui bloque le déploiement, enfin le pass to prod. Donc qu'est-ce qu'on peut se demander? Donc premièrement, quel artefact, c'est quoi le résultat de ma phase de test? Quel type de test j'ai envie d'exécuter? Qui est-ce qui va écrire les tests? Sur quel environnement je vais jouer mes tests? Comment je vais gérer les dépendances au sein de mes tests? Tout ça, c'est des questions qui sont très compliquées. Enfin, en tout cas, qui sont rarement répondues. Juste pour qu'on soit tous d'accord, les résultats de ma phase de test, c'est quoi? Donc, éventuellement, c'est des trucs très concrets comme des rapports de test. Je ne sais pas si vous avez ça sur vos projets, mais par exemple, vous pouvez mettre les screenshots Cypress qui ont été pris dans le GitLab, voilà. Mais surtout, il y a un truc qui est implicite dedans, c'est que vous sortez de votre phase de test un taux de confiance dans l'appli que vous avez buildé à l'étape d'avant. Et vous sortez un taux de confiance sur deux aspects, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'aspect non-reg, donc est-ce que les features d'avant continuent de marcher, et sur les nouvelles features. Et ça, il faut toujours avoir ça en tête, que en fait, les tests que vous allez faire, vous pouvez faire autant de tests que vous voulez, ce que vous sortez, c'est juste un indice de confiance, et quand vous faites du test, en fait, vous faites de la gestion du risque. Okay. Donc ça rend les choses compliquées, parce qu'en fait, c'est pas une science exacte. Voilà. À aucun moment, vous allez dire je suis sûr à 100% que le truc marche, quoi.
Sur quel type de test on a envie de jouer sur notre pipeline là? Alors il y a différents modèles qui présentent des types de tests. Dès qu'on parle de ça, en général, on tombe sur la pyramide de test. Moi, c'est un modèle que j'aime pas trop, mais qui a quand même un avantage. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans une pyramide de test? On voit un truc qui dit que tout en bas de notre pyramide, on a des tests unitaires. Ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Que tout en haut, on a des tests end-to-end sur les couches d'UI. Et après, en fonction des variations, là, vous trouvez tout ce que vous voulez. Hein. Et personne n'est d'accord sur la sémantique de ce qu'on met là-dedans. Donc c'est pour ça que je trouve pas ça hyper intéressant. Par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça dit, et ça modélise le fait que tous les tests n'ont pas le même coût. Et plus on va monter dans la pyramide, plus exécuter ces tests-là vont être chers, et plus trouver un bug à ce moment-là, ça va être cher à corriger. Donc évidemment, si vous voulez que votre projet ait une chance de réussir, il faut faire plus de tests pas chers et moins de tests chers, sinon ça va pas marcher. Donc c'est ça que ça dit la pyramide de tests. Hein. Il y a un autre modèle qui présente différents types de tests, que là pour le coup je trouve beaucoup plus intéressant. Ça c'est extrait d'un livre qui s'appelle Agile Testing. Et donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre grosso modo 4 catégories de tests différents, et qui sont classés. Donc ils sont classés, s'ils sont à gauche, ça veut dire que le but du test c'est plutôt d'aider les devs à montrer qu'ils ont bien travaillé, que ça marche. Et si c'est à droite, c'est plutôt d'aller vérifier, d'aller critiquer, donc c'est dans le sens critiquer, apporter un regard extérieur en fait sur le produit qui a été buildé. Et si c'est vers le bas, ça veut dire que c'est des tests que je vais écrire avec un œil technique, c'est ce qu'on appelle technology facing là. Et si je suis vers le haut, je vais plutôt l'écrire avec un œil métier. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a les tests de niveau Q1, donc qui sont techniques et pour les devs, donc ça c'est là qu'on va trouver tous les tests de type unit test et tests de composants. Quand on monte, donc des tests pour les devs, mais orientés métier, c'est là qu'on va appeler, qu'on trouve les tests fonctionnels. Donc fonctionnels, vous pouvez imaginer que c'est les tests Cucumber, là pour ceux qui ont déjà vu ça. On va vraiment exprimer des intentions métiers. Quand on passe dans le Q3, donc c'est des tests orienté métier, mais avec un œil externe. Donc ça va être, par exemple, si votre PO regarde ce que vous avez fait, ça va être ça. Ça va être aussi si vous faites des tests utilisateurs, ça va être ça aussi. Si vous faites du test exploratoire, donc test exploratoire c'est quoi? C'est un testeur qui vient et qui clique un peu partout pour faire des scénarios auxquels on n'a pas forcément pensé. Ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Et le Q4, c'est les tests techniques, mais qui cherchent à critiquer, donc c'est tout ce qui va être test de performance, test de charge, test de sécurité, test d'accessibilité, ce genre de choses. Et en fait, si on réfléchit et si on veut que notre truc marche, il faudrait qu'on fasse des tests de chacun de ces cadrans dans notre pipeline. Donc la question qui se pose, en tout cas que moi je me pose, c'est ok, si je veux mettre tout ça en œuvre, combien est-ce qu'il me faut d'environnement de test? Alors pour mes tests Q1, donc les tests JUnit, hein, c'est des tests qui se font maintenant tous sur la CI, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour mes tests fonctionnels, idéalement je vais jouer ça sur un environnement de test qui sera pas stable, puisqu'à chaque fois que je vais pusher un truc, je vais redéployer, je vais retester sur cet environnement-là. Mes tests utilisateurs, donc les tests de niveau Q3 dans les cadrans, là, ça doit être sur un environnement UAT, donc c'est pour User Acceptance Testing, qu'on le voit aussi appelé environnement de démo des fois. Et mes tests techniques de perf et tout, c'est plutôt sur un environnement de type pré-prod, où là l'enjeu ça va être qu'il soit ISO-prod. Puisque faire des tests de charge sur un environnement qui n'est pas ISO-prod, ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc avant même d'avoir commencé à tester, je sais que déjà il va me falloir 3 environnements, plus un environnement de dev, plus un environnement de prod. Ça commence mal. Sur le précédent projet sur lequel j'étais, c'est ce qu'on a fait. Donc on a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à avoir des environnements. Puis au final, le truc n'est jamais sorti. Donc voilà, on a 5 environnements qu'on peut utiliser et 0 client, donc c'est un peu dommage. Donc moi, ma préco serait plutôt de commencer simple, c'est-à-dire que on va faire notre phase de build dans lequel on va avoir nos tests unitaires, ça va tourner sur la CI. On va avoir un environnement de test dont on va se servir pour faire passer des tests fonctionnels automatiques, éventuellement des tests manuels si on n'a pas tout automatisé, les tests faits par la QA. S'il y a le PO ou des utilisateurs qui veulent regarder, on va aussi les brancher sur l'environnement de test, et on va accepter le fait que, oui, des fois ce sera pas stable et tout, mais c'est le prix à payer. Et si on veut faire des tests de niveau QK, donc des tests de perf, pour commencer, pour le début du projet, on va supporter de faire les avoir hors pipeline, donc c'est-à-dire que c'est des tests qu'on va être capable de jouer quand on veut, voilà. Mais pas forcément des trucs qui sont joués à chaque fois, quoi.
Voilà, donc ça permet de commencer à implémenter en fait tous les types de tests sans que ça ait un coût démesuré. Alors évidemment, à partir du moment où on fait ce genre de truc, vous pouvez toujours dire « ouais mais ça marche pas parce que là en fait tu vas tester un truc ». Oui, la réponse est oui, c'est vrai. Et comme je disais tout à l'heure, quand on fait du test, c'est de la gestion du risque. Donc à chaque fois qu'on va faire des choix, on va être capable de trouver des contre-exemples qui ne marchent pas ou des bugs qu'on ne va pas trouver. Et c'est vrai. Mais ça, il faut l'accepter. Il faut être capable de le défendre aussi. Parce que c'est pas toujours simple. Alors, si on implémente ça comme ça, en fait, il y a un problème qu'on a, c'est que, en fait, là, tant que eux, ils n'ont pas validé, je suis un peu coincé pour déployer, puisque je vais pas pouvoir déployer des trucs sans que le PO est validé. Et donc, si j'ai envie d'implémenter ça et d'être quand même capable de déployer rapidement, puisque je vous rappelle, c'est un objectif. Ce qui se fait en général, c'est d'implémenter un truc comme ça. Ça veut dire qu'à la sortie des tests de niveau Q2, on va être capable de déployer. On va déployer potentiellement sur 2 environnements. L'environnement de prod, mais avec des feature flags. Ça veut dire qu'on va cacher les trucs qui n'ont pas encore été validés au niveau Q3. Et on va en même temps déployer sur un environnement de démo, un environnement d'UAT. Et c'est cet environnement-là qui va être utilisé par les testeurs. D'accord ? Et les gens qui font du déploiement continu, donc comme ça, en fait, ce qu'ils constatent, c'est que finalement, l'environnement d'UAT, au bout d'un moment, il n'a plus beaucoup d'intérêt, puisque une fois qu'on est fort pour faire des feature flags sur un environnement de prod, en fait, il suffit de considérer qu'on va faire des tests en prod, donc ça, c'est un mot qui est plus ou moins banni, mais qui est à la mode, parce que c'est ça, en fait, quand on parle de tests en prod en ce moment, c'est de dire, en fait, mes features qui ne sont pas validées au niveau métier par des utilisateurs finaux, je les cache en faisant du feature flipping avancé, donc c'est pas juste que la feature n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas là pour tout le monde. Et pour certains utilisateurs, je suis capable de la montrer, cette feature. Et donc ils vont aller vérifier directement en prod que le truc répond bien aux besoins. Et donc là, avec ça, on a un truc qui est quand même assez efficace, parce qu'on arrive à faire beaucoup de tests avec peu d'environnement. Voilà. Ensuite, la question qui arrive rapidement, c'est comment est-ce qu'on implémente ces fameux tests de niveau Q2 là? Qui est-ce qui doit les faire? Donc si je suis en GitHub Flow, on a dit, ce qui est compliqué, c'est que les tests fonctionnels, ils doivent arriver en même temps que le commit, puisque sinon, ma branche main, elle est plus stable, et j'ai raté le contrat qui était important là. C'est la base du GitHub Flow. Et donc si je veux que mes tests puissent faire partie du commit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois pouvoir jouer mes tests, je dois pouvoir les tester, enfin les lancer au moment où je fais mon dev. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un environnement pour lancer ces tests-là. Et donc là, il y a plusieurs options. Soit je suis capable de faire mes tests fonctionnels localement. Donc ça, pour moi, c'est ce qui marche bien. Pour certaines raisons, il y a des fois des gens qui n'y arrivent pas, parce que par exemple il y a un environnement qui est trop compliqué, il y a besoin de trop de dépendances, et auquel cas il y a besoin d'un environnement de dev, et donc là il y a 2 options. Soit je suis capable d'avoir un environnement de dev qui est spécifique pour moi, mon dev courant. Donc ça peut être dur à mettre en œuvre, mais c'est pas mal. Soit j'ai un environnement de dev qui est mutualisé, ce qui est le dernier truc que je vous conseille, puisque ça c'est souvent la cause de pas mal de problèmes. Dès qu'il y a beaucoup de dev, en fait ça marche pas, ça passe pas du tout à l'échelle. Donc vraiment, je pense que moi, si on a envie d'aller dans cette direction-là, il faut payer le prix pour qu'on soit capable de faire nos tests en local. Et évidemment, les devs doivent écrire les tests, puisque ça va se faire au moment du commit. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une culture test au sein de l'équipe de dev. Sans ça, vous ne pouvez même pas imaginer faire du GitHub Flow, ça n'aura pas de sens. Si on accepte le fait qu'on ne peut pas faire du GitHub Flow, potentiellement on peut faire du GitLab Flow, et donc les tests ils peuvent venir après, et donc ça peut être fait notamment sur l'environnement de test. Donc on a un premier environnement où on déploie, et ensuite il y a une autre équipe qui sera l'équipe de QA qui vient se taper là-dessus pour mettre au point les tests. Voilà, mais encore une fois, je pense qu'il faut choisir son camp, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait. Toutes les options intermédiaires, c'est soit vous faire des trucs bancals ou plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Quelques astuces que j'ai pu constater qui marchent. Donc le shift left, c'est quoi? C'est de dire que dans mes tests Q1, Q2, Q3, Q4, là,
il faut les décaler. Donc c'est un peu l'idée de la pyramide de test, hein. C'est qu'il faut essayer plutôt de rajouter des tests en bas de la pyramide qu'en haut. Et donc ça c'est souvent un truc qui n'est pas fait, c'est-à-dire quand il y a un bug qui a été trouvé, potentiellement on demande à la QA d'implémenter le test pour que la prochaine fois ça n'arrive pas, alors qu'en fait juste rajouter un test unitaire, pour ce cas-là, c'était largement suffisant. Un autre truc que je trouve qui est hyper déterminant pour que les tests marchent bien, c'est la gestion des données de test. Et en particulier, je trouve que générer des données de test, ça marche beaucoup mieux que de lancer des tests sur une base qui est déjà peuplée avec les bonnes données. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces trucs-là, mais il y a souvent des cas où la base commence pré-remplie et on sait qu'il faut qu'il y ait telle entrée dans la base qui a telle propriété pour lancer le test. Et ça, c'est dur à faire. Enfin, c'est surtout dur à maintenir. Alors que si vous incluez la génération des données au début du test, je trouve que ça marche beaucoup mieux, même si ça ralentit potentiellement un petit peu le test. Utilisez les mêmes mécanismes de déploiement partout. Ça, c'est hyper important. Quand vous allez provisionner vos environnements de test, il faut utiliser la même chose que quand vous allez provisionner les environnements de prod. Voilà. Sinon, ça va juste créer des bugs en plus au moment du déploiement en prod. Les tests Q2, donc les tests de type Selenium, là, il faut les implémenter en respectant des bonnes pratiques de dev. Malheureusement, j'ai pas le temps d'en dire plus, mais en gros, il faut respecter un modèle en couche. Sinon, c'est des trucs qui deviennent rapidement immaintenables. Et un truc aussi important, c'est que si vous avez un cycle de release qui est lent, il va vous falloir aussi une pré-prod pour tester vos MEP. Puisque si vous faites des montées de version très fréquentes sur l'environnement de test, mais une fois tous les 2 mois sur la prod, en fait vous allez vous retrouver à faire une montée de version entre 2 versions qui sont loin, et ce truc-là n'aura jamais été testé. Et donc typiquement s'il y a des changements au niveau de la base de données, ce genre de trucs, c'est souvent des causes d'erreur. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi? C'est que si je suis lent, j'ai besoin d'une pré-prod, mais si on le prend dans l'autre sens, il y a aussi un autre intérêt, c'est que si je suis rapide, j'ai pas forcément besoin d'une pré-prod. Si j'arrive à avoir un environnement de test qui est suffisamment proche de ma prod, finalement la pré-prod ça n'a plus trop de sens. Le problème des dépendances, donc le truc potentiellement le plus compliqué qu'on a dans les pipelines, c'est quoi? En fait, quand mon application elle est en prod, elle a besoin de dépendance. C'est très rare qu'on ait une application qui tombe toute seule dans un coin. Donc sur mon environnement de test, qu'est-ce que je mets à l'autre bout de ma flèche? Et ça, souvent, dans les projets où je suis allé, moi, c'est un truc qui est un peu laissé au hasard, c'est-à-dire qu'on prend le premier truc possible venu, et puis on continue comme ça, et puis on voit ce qui se passe. Donc, c'est quoi les options possibles là-dedans? Soit, on considère que la dépendance, c'est un truc externe, donc ça ne appartient pas à notre projet, très bien, c'est une autre équipe qui s'en sert, et cette équipe-là, elle va être capable de me fournir un environnement qui est isoprod, sur laquelle il y a sa dépendance, et je suis capable de taper là. Donc le isoprod, ça peut être soit un environnement vraiment une pré-prod ou un truc qui est pas la prod. Ça peut aussi très bien être la prod dans un environnement un peu, je sais pas, qui a un compte de test ou ce genre de choses. Ça c'est idéal. Si vous avez un environnement qui n'est pas la prod, vous aurez alors je sais plus qui nous parlait ça, si c'était la presse qu'on a eu la semaine dernière, là où on se rend compte qu'en fait, pendant de midi à 14h, on ne peut pas travailler, puisque en fait, ce truc-là ne répond plus, quoi. Voilà. Ça, c'est pas acceptable. Donc si vous n'êtes pas capable d'avoir ça, en fait, il faut faire autre chose. Il ne faut pas rester avec un truc qui marche que moitié. L'autre option à l'autre bout, c'est de dire, en fait, ok, je considère que ça fait plus ou moins partie de mon projet, et quand je vais créer un environnement de test, en fait, je vais aussi déployer ma dépendance. Alors ça dépend, c'est pas tout le temps possible, mais c'est des fois possible. Ça c'est compliqué à faire. Enfin ça peut être simple si la dépendance est très simple, mais ça devient souvent compliqué. Pourquoi? Parce que ça c'est peut-être difficile à déployer, peut-être que ça a également des dépendances, donc là on va commencer à tirer toute la pelote des dépendances de ce truc-là, et on a toutes les blagues de version, c'est-à-dire qu'on va tester avec une version qui n'est pas celle en prod, puis donc ça marchait, puis ça marche plus en prod, genre de truc. Il y a une dérive, enfin un truc, c'est pas vraiment une dérive, c'est un truc qui est fait dans pas mal de boîtes. C'est ce qu'on appelle les tests système. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va tester, c'est pas une application, mais c'est l'ensemble des applications. Je sais pas si vous avez ça dans vos projets, mais souvent, on a une plateforme qui s'appelle Staging, dans lequel toutes les équipes vont venir pousser des choses. Et en fait, les tests, on va les jouer là-dessus. Et on va pas chercher à valider une seule application, mais on va valider l'ensemble des trucs. Et ça,
je pense que c'est un gros problème. Voilà. Je pense que ça marchait bien à l'époque où on livrait des trucs par batch tous les 3 mois. Je pense que si on a envie d'être bon au sens des métriques de Dora, c'est un énorme frein. Donc pourquoi c'est un énorme frein? Parce que ça va nécessiter une plateforme avec l'ensemble des briques qui sont là, avec les problèmes de version dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que c'est les bonnes versions, que les tests vont être pertinents avec ce qu'on fait là. C'est des tests qui couvrent l'ensemble de la solution, donc potentiellement très longs à exécuter, donc pas compatible avec le fait que c'est un pipeline qu'on va avoir envie de lancer souvent. C'est des tests qui sont souvent gérés par une équipe QA externe, donc avec des problèmes de synchro, vas-y, c'est bon, j'ai déployé, tu peux déployer ton test, etc. Et grosso modo, c'est impossible de faire du Git flow avec ça. Il y a forcément des lenteurs, forcément de l'asynchronisme. Et donc si vous avez ça, je pense que vous pouvez faire une croix sur l'idée d'avoir des temps de release courts. Okay. Et ce qu'on voit souvent, en fait, c'est des gens qui ont ça et qui disent bah, « je comprends pas, on n'arrive pas à accélérer. » Donc si on ne fait pas ça, donc si on n'a ni un environnement externe qui marche, ni on est capable de le déployer dans notre environnement de test à nous, eh ben on n'a pas d'autre choix que de bouchonner. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on va déployer, c'est pas l'application, mais c'est un stub de l'application, donc c'est un truc qui ressemble à l'application, suffisamment pour ce que j'ai envie d'en faire. Donc ça c'est simple à gérer, évidemment, mais c'est pas magique, c'est-à-dire qu'il va nous falloir d'autres tests pour s'assurer que notre bouchon, là, il est suffisamment proche, ou plutôt la connaissance qu'on a de l'application d'en face est suffisamment bonne pour que mon bouchon soit pertinent. L'autre manière de faire, c'est carrément de dire, en fait, au sein de mon application, je vais faire un branchement, soit j'ai un client qui va taper sur la dépendance, soit j'ai carrément un fake qui va faire autre chose, qui va rendre le service, mais différemment. Alors moi, j'aime bien cette approche-là, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, parce que ça veut dire qu'on va faire du code dans l'appli qui sert que pour les tests. Personnellement, je trouve que c'est pas un problème, et que si ça rend votre application plus testable, moi je suis prêt à payer ce prix-là. Mais il y a des gens qui sont farouchement opposés à ça. Donc on a dit par contre il faut faire des tests en plus pour s'assurer qu'avec la vraie dépendance ça marche. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On peut faire des tests d'intégration. Un test d'intégration c'est quoi? C'est que je vais avoir un test que je peux jouer qui tape réellement sur une implème et qui fait 3-4 requêtes pour voir comment ça répond. Et là je peux me permettre de taper sur une dépendance qui n'est pas forcément ultra fiable, parce que ce que je vais faire c'est que je vais dire en fait ces tests là ils peuvent échouer. C'est pas grave, on retestera ça plus tard quand le truc sera en face. Il y a une autre option qui est en train de revenir à la mode, j'aurais bien aimé pareil passer du temps dessus, mais en fait j'ai pas le temps, c'est un truc qui s'appelle le contract testing. Il y a une implémentation de ça qui est connue qui s'appelle Pact.io, il y a aussi ça dans Spring, il y a un truc qui s'appelle Spring Contract. Et là l'idée c'est de définir un contrat en fait, entre le consommateur et le producteur du service. Et pendant les phases de test de ces deux trucs-là, on va les vérifier que le contrat fonctionne. D'accord ? Donc moi, en tant que consommateur, je vais faire mes tests en faisant l'hypothèse que le contrat est rempli, et le test du provider, là, lui, il va avoir des tests à effectuer pour montrer que, bah oui, il répond bien à ce que moi j'imagine qu'il va répondre sur tel appel. Donc ça, alors je l'ai jamais vu fonctionner pour de vrai, je trouve ça très intéressant, et je pense que c'est un peu le vent en poupe là, parce qu'on commence à se rendre compte que les microservices c'est compliqué. Voilà pour ma phase de test. Sur la phase de déploiement, les problématiques qu'on a, c'est comment est-ce que je vais être capable de gérer les configurations, comment je vais gérer les secrets, comment je vais être capable de savoir qu'une fois que j'ai fait mon déploiement, c'est bon, comment je suis capable de faire des déploiements sans arrêt de service, est-ce qu'il faut que je fasse du GitOps ou pas? Toutes ces questions-là sont passionnantes, mais je ne vais pas en parler. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez un pipeline qui marche, et c'est le niveau 1. Voilà. Pourquoi c'est le niveau 1? Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va venir vous voir en disant « Ok, il y a ce nouveau besoin », vous allez réfléchir et vous dire « Ok, je vois comment on va l'implémenter, on va faire un nouveau service ». Donc en fait, là, en faisant ça, je vais m'auto-scier un bras en disant bah, tous les trucs qui étaient compliqués à tester quand il y avait des dépendances, bah, je vais le faire moi-même avec ce nouveau service. Donc je dis pas qu'il faut jamais faire ça. Ce que je dis là, c'est qu'il faut avoir conscience qu'à partir du moment où vous faites ça, vous complexifiez, vous changez d'ordre de grandeur en fait, dans la complexité de votre pipeline. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est ça que je veux faire?
Après, si vous pensez que c'est vraiment ça qu'il faut faire, donc il faut faire 2 services, il faut se poser la question, est-ce que en fait, j'ai envie de déployer ces 2 services ensemble? Donc en fait, ce serait la même unité de déploiement, c'est comme ça que ça s'appelle, deployment unit. Et en fait, je vais les builder ensemble, puis je vais les déployer. Ça pourrait être l'exemple d'un back et d'un front qu'on envoie tout le temps ensemble. Ça peut marcher, hein, c'est pas un problème. Ça ferait un monolithe distribué, mais d'un point de vue conceptuel, c'est très simple. En fait, on a une seule version de l'application qui est buildée. Par contre, c'est en 2 composants, mais c'est toujours qu'une seule version. Ce truc-là, on le voit pas très souvent. Mais je suis persuadé que ça résoudrait des problèmes. Le deuxième cas, c'est de dire, en fait, non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux vraiment découpler mes 2 services, les déployer séparément. Et donc, je fais en fait 2 unités de déploiement. Et donc là, quand j'ai fait ça, le nouveau service, ça devient une vraie dépendance de mon application, avec tous les problèmes dont on a parlé. Voilà. Donc en faisant ça, vous venez de vous compliquer la vie. Et un des trucs qui est compliqué notamment, c'est que votre prod, là, vous n'êtes plus capable de savoir quelle est la version. Il n'y a plus une seule version unique. Voilà. Le deuxième point qui va être compliqué rapidement quand vous avez choisi de faire un deuxième service, c'est de dire comment j'organise mon code. En fait, il y a 2 manières, une qui est à la mode et l'autre qui ne l'est pas. Celle qui ne l'est pas, c'est de dire en fait, je vais faire 2 repos séparés, avec chacun le code de mon service. Et celle qui est à la mode, c'est de dire non, en fait, je vais tout mettre dans un seul repo, et ça va être un monorepo, et ça va être super. Il y a un article de référence que je vous invite à lire, qui change la question, qui dit en fait, vous ne demandez pas si c'est bien de faire un monorepo, demandez-vous plutôt si vous êtes assez bon pour faire un monorepo. Parce qu'en fait, les monorepos, c'est compliqué. Chez où je suis en ce moment, il y a un monorepo, ça pose plein de problèmes. Si vous vous dites, allez, ok, je le fais à l'ancienne, plusieurs repos, la manière naturelle, on va dire, de le faire, ça va être ça, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu le plus souvent, moi. C'est de dire, en fait, je vais faire un repo avec le code de mon application, un repo avec le code de mon nouveau service, puis en fait, les tests, je sais plus trop bien où les mettre, donc je vais avoir un repo avec les tests, puis un repo avec le code de déploiement. D'accord ? Puis en fait, je vais avoir plusieurs pipelines, je vais avoir des pipelines de build, puis je vais lancer un pipeline de test. Donc ça, quand vous faites ça, là, vous êtes sur la voie royale pour aller faire du test system, ce que j'ai dit qui ne marchait pas tout à l'heure. Okay ? Puisque là, en fait, avec 2, peut-être que ça va être gérable. Avec 3, 4 services, en fait, quand vous allez faire cette phase-là, il va falloir déployer toutes les applications et faire des tests sur l'ensemble de l'application. Okay ? Donc moi, ce que je conseille plutôt, c'est de se forcer en fait, à découpler complètement les applications et de se dire, en fait, faut que je sois capable de tester chacune de mes applications séparément. D'accord ? Sinon, ça va être trop compliqué. Donc là, vous intégrez en fait le code de test dans le repo de chacune des applications et vous avez une phase de test du coup, qui est propre à chaque application. Ensuite, il reste le problème du code de déploiement. Donc là, pareil, vous allez faire un repo de déploiement qui est potentiellement compliqué, puisque là, vous avez des problèmes ensuite qui sont sympas à gérer, puisqu'il faut synchroniser en fait, des repos séparés. Donc typiquement, si là, vous dites, en fait, il faut que je rajoute une variable de configuration pour ma nouvelle feature, ou pire, que vous changez le nom d'une variable de conf, en fait, là, il faut bien que vous fassiez gaffe que dans votre repo de déploiement, vous ayez bien pris la modif, mais pas trop tôt, parce que si vous le faites trop tôt, en fait, et que quelqu'un s'en sert pour déployer l'ancienne version, il n'y a plus rien qui marche. Okay, donc ça, c'est très compliqué aussi. Donc idéalement, en fait, on fait un truc comme ça, c'est-à-dire que dans chacun des repos, je les découple complètement et le code de déploiement, il est aussi propre à chaque repo. Par contre, si on fait ça, assez rapidement, on va se dire, en fait, non, ça ne m'arrange pas, comme j'ai envie de partager du code. Et donc pour partager du code, c'est le bon vieux module commun. Là, donc dans un autre repo, en fait, on va venir mettre du code. Et donc là, il y a la question compliquée, c'est comment je gère ma dépendance. Est-ce que je la fige ? C'est-à-dire que là, en fait, je vais versionner tout ça et je vais mettre une version qui dit exactement de quelle version j'ai besoin à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ou soit, en fait, je considère que je suis un peu en mode snapshot là, pour ceux qui font du Java. Où en fait je dépends toujours de la dernière, et au moment où je vais faire un changement là-dedans, il faut que je propage le changement partout et que ça se débrouille. Il y a des problèmes avec les deux, hein. Donc c'est un peu ça qu'ils expliquent dans est-ce que vous êtes assez bon pour le monorepo, là, c'est de dire en fait ce partage du code en plusieurs repos, ça a des problèmes, c'est pas magique, mais les problèmes que vous avez, c'est les mêmes pour tous, c'est pas très on sait au moins quel problème on va avoir. D'accord ? On n'a pas de réponse idéale, mais on connaît les problèmes.
Avec le monorepo, c'est des problèmes beaucoup plus compliqués. Donc notamment les challenges du monorepo. Donc le monorepo, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais faire un seul repo dans lequel je vais tout mettre. Donc les nouveaux services, les libcommon, les applications, mon code de test et tout. Je vais avoir une phase de build. Et du coup, la question, c'est comment j'optimise ce build, puisque si je fais pas gaffe, en fait, je vais me retrouver avec à tout rebuilder à chaque fois. Ça va me prendre des heures, ça va être compliqué. Comment est-ce que je teste sans que ça dérive vers du test système où j'ai besoin de tout redéployer puis tout tester en même temps. Sur ce dernier point, donc comment je vais tester, ça c'est ce que je suis en train ce qu'on a implémenté là sur le projet dans lequel je suis, c'est que malgré le fait qu'on soit dans un monorepo, en fait, on va quand même faire des groupes d'applications logiques qu'on va tester ensemble. D'accord, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à tout tester malgré le fait que c'est un monorepo. Donc j'ai tout buildé, par contre je vais déployer que ce qui avait besoin d'être déployé en fonction du changement qui a été fait. Mais pareil, c'est pas gratuit non plus. Potentiellement, des fois, on se retrouve à tester en même temps plusieurs groupes d'applications et tout. Ça pose pas mal de problèmes. Pour le problème du build, ça veut dire qu'en fait, il y a des outils qu'il faut utiliser qui sont spécifiques au problème des monorepos. Le principe de ça, c'est quoi? C'est que ces outils-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent des graphes de dépendance entre les différentes tâches que vous avez à faire dans votre monorepo. Puis ils sont suffisamment intelligents pour savoir que, en fait, étant donné le commit qui a été fait, je sais que telle tâche, j'ai pas besoin de la refaire, je peux reprendre directement le résultat de ce que j'avais fait la fois d'avant. Et au final, ils sont capables de faire le minimum de choses étant donné le commit que vous avez passé. Ces outils-là, donc pour ceux qui ont utilisé Gradle, il le fait bien. Alors après, il y a un peu de conf côté GitLab pour que le cache soit efficace. Pour les gens qui font du JavaScript, il y a un outil qui s'appelle NX, que vous connaissez peut-être, qui fait ça aussi. Il y a l'outil qui s'appelle Bazel, qui est développé par Google. J'ai jamais utilisé, il paraît que c'est compliqué, mais que ça marche bien. Et il y a un outil que je vous invite à regarder qui s'appelle Dagger. C'est fait par un site qui s'appelle Dagger.io. Ça fait 3 ans que je dis que ça va exploser. Je ne l'ai jamais vu utiliser. Mais il y a de plus en plus de gens quand même qui mettent des étoiles. Ouais, il faut faire des paris. Ouais, et Dagger, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ça. Donc l'avantage par rapport à Gradle ou NX, c'est que c'est pas dédié à une techno. En fait, c'est basé sur BuildX, qui est l'outil pour builder des images Docker. Et qui a déjà cette notion de cache. En fait, il sait, lui, quand est-ce qu'il y a besoin de réappliquer des opérations ou pas. Donc ils ont étendu ça pour le problème en particulier de la CI. Et aussi, l'avantage de Dagger, c'est qu'on n'écrit plus en YAML, on écrit avec des vrais langages. Donc vous pouvez faire ça en Python, en JavaScript, en Java, ce que vous voulez. Voilà. Donc on a fait un peu le tour des questions qui, moi, me semblent fondamentales et pour lesquelles, souvent, en fait, on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie d'y apporter comme réponse. Donc ces questions-là, c'est quoi? Combien de services différents j'ai envie d'avoir? Combien d'unités de déploiement j'ai envie d'avoir? Est-ce que je veux avoir un mono ou un polyrepo? Quel flow guide j'ai envie d'implémenter? Et surtout, le truc le plus compliqué, c'est quelle stratégie de test j'ai envie de mettre en œuvre? Et comment ces tests, je vais les implémenter dans mes pipelines? Avec un petit bonus pour le problème que je pense le plus compliqué, c'est la gestion des dépendances. Il y a des trucs dont j'aurais bien aimé parler, dont on n'a pas le temps de parler. Comment est-ce que j'intègre tout un tas d'analyses statiques, notamment tout ce qui est sécu, qualité de code dans la phase de build. Comment je vais organiser mon projet en lien avec le pipeline, parce qu'en fait les deux vont être un peu liés. Comment je vais faire le lien aussi avec l'outil de gestion des tickets, puisque pareil, ça va être un peu lié. Quand on déploie en continu, en fait, on perd un peu le truc où le ticket, il suit un ordre simple, notamment quand on a du feature flipping. Il faut bien penser que en fait, quand c'est terminé, c'est juste quand le feature flipping a été activé. Les release notes, pareil, qui deviennent beaucoup moins pertinentes, ce genre de choses. Si ce sont des questions qui vous intéressent, 3 livres que je vous conseille, qui sont vraiment des références dans le domaine. Donc Continuous Delivery, qui est un truc qui a au moins 15 ans, je pense, qui est fait par David Farley, qui est la personne qui a inventé le terme Continuous Delivery. Un livre qui est plus récent, qui s'appelle Continuous Deployment, qui s'appuie sur ce qui a été fait avant, mais qui pousse le curseur un peu plus loin. Le fameux Agile Testing, c'est là que sont les cadrans de test. Le site du Trunk-Based Development, où il y a plein de ressources, plein de trucs concrets sur comment résoudre des problèmes que vous pourriez avoir.
et 2 chaînes YouTube que je vous conseille fortement. La chaîne qui est faite par Victor Farsik, qui s'appelle DevOps Toolkit, qui est que moi j'adore, je trouve hyper intéressant comme gars. Et ça, c'est la chaîne de David Farley, Modern Software Engineering. Donc ça, c'est vraiment des valeurs sûres. Pour finir, mes petits conseils, soyez hyper exigeants sur les pipelines dans vos projets. C'est vraiment des trucs qui vous pourrissent la vie quand c'est mal fait. Voilà. Et qui ont un effet levier hyper fort. C'est-à-dire que quand ça commence à bien marcher, en fait, ça va décupler la vitesse, décupler le moral des troupes. Donc c'est hyper important de ne pas se contenter d'un truc qui marche à peu près. Expérimenter, typiquement les histoires de tests. Là, est-ce que je fais des groupes de tests? Est-ce que je fais du test système ou quoi? Essayez, vous verrez bien si ça marche bien, si vous avez des problèmes. Commencez simple et itérez. Si vous commencez direct en vous disant ouais, je vais faire un pipeline, il y aura 15 étapes et tout, ça va être super, c'est sûr que ça va pas marcher, ça va y avoir plein de problèmes. Donc commencez avec un truc simple et ensuite, quand vous avez des problèmes concrets, vous apportez des solutions. Mais commencez simple. Notamment avec l'histoire des environnements. Là. Si vous commencez par vous dire en fait il me faut 5 environnements pour être capable de dérouler mes tests, ça va pas marcher. Et enfin, soyez pragmatique, donc méfiez-vous de la hype. Si on vous dit qu'il faut absolument faire des monorepos, peut-être que pour vous, c'est pas vrai. Et limitez les technos. Dans ce domaine-là, il y a plein d'outils qui sortent tout le temps. Voilà. Soyez sûr que le fait d'introduire un nouvel outil, ça ne va pas juste vous apporter de nouveaux problèmes, mais que ça répond bien à un besoin que vous avez. Et voilà pour ce que je voulais vous dire à ce sujet. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur le QR code. Est-ce que vous avez des questions? On a un peu de temps là. Yes. Ouais. T'en parles un petit peu à la fin, mais souvent donc les 3 étapes build, test et deploy sont faites par 3 équipes différentes, avec probablement chacun leurs outils, etc. Est-ce que toi t'as déjà vu ou croisé un outil qui permet un peu de synchroniser ce que tu disais, notamment au niveau des tickets, savoir quel ticket est rendu où, dans quelle équipe? Souvent c'est synchronisé à coup de tableau Jira ou ou Confluence ou des messages envoyés sur Slack. Est-ce que tu as déjà croisé un truc qui permettrait de centraliser un peu tout ça de manière un peu plus efficace? Bon alors déjà pour le premier point, je pense qu'à partir du moment où le truc est dit, quand les 3 étapes sont dans 3 équipes différentes, je pense qu'on va pas faire de miracle, ça va pas bien se passer. En tout cas, on n'arrivera pas à faire du déploiement continu, c'est quasi sûr, jusqu'à preuve du contraire. Sur un outil, là, on utilise Jira, avec une notion que j'avais jamais vue, alors peut-être que tout le monde s'en sert et que j'étais le seul à pas savoir, mais il y a une notion d'équipe. Et en fait, le truc peut se retrouver dans différents boards et avancer. Tu vois, le même ticket est visible dans différents boards et puis tu le vois avancer en fait dans l'ensemble des boards. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Mais sinon, non, je pense qu'en effet, le fait d'avoir 3 équipes qui interviennent sur une feature, ça me semble problématique. Donc c'était la première fois que je voyais la notion de GitLab Flow. Il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, c'est tu as parlé de cherry pick. Ouais. Pourquoi un cherry pick et pas juste un merge Parce qu'en fait, si tu fais un merge, tu vas... Alors, tu dis un merge du release vers dev. J'aurais pensé, si on fait une branche qu'on veut considérer plus certaine, juste un merge vers cette branche, donc de main à deploy, je sais plus c'était quoi le schéma release. Pourquoi c'est pas juste un merge si tu merges de main à release, tu vas emmener des changements qui ont été faits depuis que tu n'as pas envie d'emmener. C'était problématique ce que tu disais, chérie. C'est-à-dire que tu as fait un truc qui doit passer en prod rapidement, du coup tu vas juste mettre ces modifs là plutôt que de tout mettre ce qu'il y avait sur le mur. Tu vois, si là tu te rends compte que tu as un bug, tu fais le fixe ici, tu merges, là moi j'ai des collègues pendant ce temps-là qui ont commencé à développer des features que j'ai pas envie de mettre dans ma branche de release. Là c'est une branche de stabilisation, et quand je la tire, ça veut dire que j'ai fini le scope, le périmètre fonctionnel est clos, quoi. Je vais rien rajouter de plus. Ok, j'avais mal compris en effet cherry pick seulement pour ensuite. Ouais. C'est moi qui avais mal. Yes. Pour faire un petit peu écho à la keynote qu'on a eue juste avant, pour convaincre, avoir des outils, un produit plus que des idées, est-ce que
tu as ou tu as déjà vu des ressources pour avoir un pass to prod, on va dire, vraiment complet, même si c'est idéaliste, de A à Z sur un produit, on va dire, classique. Parce qu'en fait, souvent, tu vois, là, c'est des idées en soi. Il n'y a pas spécialement quelque chose de concret. Et souvent, il y a plein de contextes, des fois un peu chiants et tout. Mais si, voilà, on veut convaincre un client ou autre de se dire, OK, parce que c'est très pertinent, comment on le met en place, juste avoir un exemple de tout ce qui peut aller, même si c'est exhaustif et qu'il y a tout. Non, mais c'est justement, je pense, la raison pour laquelle j'ai voulu me pencher un peu sur le sujet, parce que en fait, il n'y a rien, à ma connaissance, il n'y a rien qui te donne des billes concrètes sur comment faire ça. Et je pense qu'il n'y a rien justement parce qu'en fait tu tombes sur des problèmes qui sont compliqués à résoudre et qui sont hyper liés à comment est structurée ta boîte quoi, et ton équipe. Mais c'est un problème où je comprends pas réellement encore pourquoi en 2025 la plupart des boîtes font les mêmes types de produits. Pourquoi c'est encore une question quoi. Bon, merci. Alex ?